Salut à vous. Salut. Je suis venu vous parler de voyage. Y a-t-il des voyageurs dans la salle? En général, toujours 2-3. Je suis venu vous parler de tourisme. Y a-t-il des touristes dans la salle? Alors c'est marrant, il y en a toujours un petit peu moins. Je suis un touriste. Et juste au hasard, y a-t-il des professionnels du tourisme? Alors je suis désolé, ça risque de piquer un peu par moment, mais une petite piqûre, hein, rien de violent. Hein, voilà. Non, simplement, voilà, vous me dites, quand j'en serai à 1 heure, vous me dites allez active, là, c'est bon, on termine la visite. Et puis j'aurais eu l'occasion de vous livrer le fruit de mes réflexions de quelques années en tant que professionnel du tourisme, en tant que voyageur, en tant que tout un tas de choses. Voilà ce que j'ai pu apprendre. Par exemple, conseil numéro 1. On dit toujours en voyage, l'important c'est pas la destination mais le chemin. Pas du tout. L'important en voyage, c'est de trouver un endroit où poser son sac. Tout le monde est bien installé? Yes. On va pouvoir commencer. Hands up, down, up, down. Everybody now, put one hand in the air. One hand in the air. And we're going from left to right. Watch this. Left, right. Come on, left, right. Double time, double time. Left, right, 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 left. Follow, follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Je suis pas fait pour ça. Vous savez ce que c'est ce que je viens de faire? Non, vous connaissez pas. Même les professionnels du tourisme. Gesticuler. Les crazy signs. Ça a été inventé par les villages vacances type Club Med et compagnie. Pour ambiancer les gens, les vacanciers, pour qu'ils soient bien, qu'ils soient à fond dans le move et tout ça. En tout cas, moi j'ai découvert ça à 19 ans. 19 ans, j'avais un rêve, c'était de partir en voyage. Et à 19 ans, pour me financer un voyage, tout ce que j'avais trouvé, c'était un job de saisonnier dans un village vacances. Voilà, donc j'étais animateur. Et donc, 3-4 fois par jour, au moment des rassemblements, juste avant le jeu apéro, etc., c'était follow the leader, machin, follow the leader. Voilà, à chaque saison, il y avait une danse différente, hein, et très très vite, en fait, je me suis dit, ouh, ça va pas me plaire ce truc-là. D'autant plus que c'était donc ma toute première saison, mon premier vrai contrat. Avant ça, moi j'avais travaillé dans des petites associations, des trucs de quartier, j'étais animateur avec des enfants, avec un projet éducatif, tout ça. Non, là j'étais animateur dans le tourisme, il n'y a pas de projet éducatif, on n'est pas là pour ça. On est là pour distraire, divertir, que les gens passent un bon moment et faire des danses, en l'occurrence, entre autres. C'est compliqué en plus quand vous travaillez là-dedans, que vous voyez l'envers du décor. Moi je venais pour me financer un voyage, donc de l'aventure si possible, quoi. Hein, quand on pense voyage, on pense à ça en premier. Et puis moi je voyais ce qui se passait dans les coulisses du village vacances. Par exemple, là j'étais en Savoie, la tartiflette elle arrivait surgelée dans des barquettes venant d'une usine en bas dans la vallée. La tarte aux myrtilles aussi. Et puis à la fin du service, les serveuses, elles récupéraient les quarts de blanc et les quarts de rouge pour les revider dans le tonneau de rosé. Ce genre de petites choses, vous voyez. Donc oui, je me suis dit, ça va pas me plaire du tout ce truc-là. J'ai vraiment été confirmé dans cette impression que ça allait pas me plaire à l'ouverture du village vacances, quand on a fait la toute première danse au pot d'accueil des nouveaux vacanciers, les premiers de la saison. Et on est début juillet, c'est les débuts des vacances, et donc nous on était là depuis un petit peu plus longtemps, on avait répété la danse, et là le chef de village, le patron, hein, on peut l'appeler comme on veut, ça reste le patron, qui annonce à tout le monde dans le micro et dit « C'est l'heure de la danse du village, les habitués, vous connaissez, ceux qui savent danser, vous nous suivez, ceux qui savent pas danser, vous faites comme Pierrot !»
Bon, bah j'ai fait, hein. J'ai fait, moi je voulais mon chèque et me barrer en vacances, quoi. Donc, j'ai subi. Ça a duré. J'ai même refait plusieurs saisons parce que je voulais repartir en voyage, donc j'y suis retourné et j'ai découvert le monde merveilleux de l'industrie du tourisme. On dit l'industrie du tourisme, oui, parce qu'on parle quand même de 10% de l'économie mondiale. 10%, et c'était un hasard, c'est le même chiffre aussi, c'est un emploi sur 10 sur la planète. Et cette industrie, c'est l'industrie du carton-pâte, du faux et de la paillette. C'est de la poudre aux yeux. On l'a vu très récemment, c'est une industrie qui s'écroule en quelques semaines à cause d'un petit virus. C'est une industrie qui vend de l'authentique, qui vend du cliché. Partout, les gens vont quelque part parce qu'ils ont lu dans un catalogue de voyage les soi-disant traditions, etc., mais qui sont entièrement fabriquées, qui sont vaguement inspirées de réelles traditions populaires locales qu'on a reficelées à la sauce marketing pour vendre aux gens du rêve, de la poudre aux yeux et de la paillette. J'ai pris ma dose de paillettes, et puis mon chèque à la fin de la saison. Et moi, j'avais 19 ans, des voyages plein la tête, c'était mon rêve. J'étais nourri de tout ça. Ça venait peut-être de mon milieu, je sais pas. Et puis, j'en ai fait des voyages. Bon ben, voilà, ça commence par là. Boucler son sac. Dire au revoir. Moi, je suis allé dire au revoir à ma grand-mère, Mémé Lily. Parce que Mémé Lily, elle avait été paysanne toute sa vie et elle a même perdu sa ferme. Et puis après, elle faisait des ménages. Et quand elle a enfin été à la retraite, elle a pu réaliser ce petit rêve de gosse avec mon grand-père de partir en voyage. Voilà, ils se sont fait des petits voyages organisés avec le club des petits vieux du village, quoi. Et son premier voyage, elle s'était ramené un petit souvenir, un petit oiseau. Et en fait, ça a fait marrer tout le monde, ce truc-là. Et puis son voyage d'après, puis elle a commencé une collection. Et puis après, dans la famille, chaque fois que quelqu'un partait quelque part, on lui ramenait un petit oiseau. J'ai retrouvé avec une super collection d'oiseaux. Et donc je suis allé lui dire au revoir et je lui ai promis que je lui ramènerais un petit oiseau. Et puis je me suis mis en route. Il y a sûrement des pays qui valent le coup, des océans pour serrer la pince aux crabes géants, et des pays sans violence où vivre une éternelle enfance. Il y a sûrement du vent qui te rentre entre les dents. Et petit à petit, mon appétit grandit de découvrir la vie. Et petit à petit, mon appétit grandit de découvrir la vie. C'est pas un concert, hein, je vous rassure tout de suite, je vais pas la faire en entier. Je la ferai trop mal. Vous avez reconnu? Vous connaissez? Manu? Presque. Mano solo. Oui. Des pays. Ciao. Mano solo. Première étape. Me voici arrivé à Milan, nord de l'Italie. Oui, je sais, c'est peut-être pas très exotique, mais bon, faut bien commencer quelque part. Et pour poser mon sac, j'avais trouvé un super endroit. La Chiguera, un petit café, lieu alternatif, on dit tiers-lieu maintenant, tenu par une bande d'anarchistes dans le nord de Milan, dans une banlieue ouvrière qui s'appelle la Bovisa. Il se trouve que moi, à l'époque, je travaillais aussi, j'étais jeune animateur en maison des jeunes et de la culture, l'éducation populaire, le socio-culturel, tout ça. Et on avait une réflexion à l'échelle de notre quartier. Comment on peut changer la vie des gens à l'échelle de son quartier? Et ces gens-là, ils avaient la même réflexion au même moment, et on est rentré en contact. Et on a lancé une idée, on a appelé ça Mon Village.
Nous, en France, eux, ils ont appelé ça mi villaggio. Et l'idée, c'était de se faire rencontrer des gens qui faisaient des choses à l'échelle de leur quartier, puis d'échanger nos pratiques. Et de faire ça, si possible, dans différents pays, comme ça, en même temps, on voyage, c'est cool. Donc on s'hébergeait chez les uns les autres. Du coup, on peut aller là-bas une semaine, ça coûte pas cher. Nous, en plus, moi, j'y allais dans le cadre professionnel, j'étais pris en charge. Bon, on bossait, hein, c'était sérieux quand même, hein, mais on faisait aussi un petit peu de tourisme. Et puis à Milan, j'étais au cœur de l'histoire du tourisme. Vous connaissez un petit peu l'histoire du tourisme ? On va faire très très vite. Alors, 300 000 ans en arrière, Homo sapiens, espèce nomade, se déplace, s'installe un petit peu partout dans le monde. Donc déjà, à la base, si vous voulez, le voyage, c'est un truc qu'on a un peu dans nos gènes. Hein. C'est un petit peu dans notre ADN. Et l'humanité va voyager, voilà, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, beaucoup de gens voyagent. Il y a d'abord des gens qui font la guerre, donc qui partent conquérir. Oui, je sais, c'est pas le voyage le plus cool du monde, mais c'est du voyage. Il y a des échanges culturels qui se font quand même. Bon. Il y a des pèlerinages, en masse, partout dans le monde. Il y a des commerçants qui voyagent énormément. Même pour des paysans, des fois, aller à la foire de la grosse ville du coin, c'est le voyage d'une vie pour certains. Il y a aussi des explorateurs. Vous avez des noms comme ça qui vous viennent en tête de grands explorateurs ? Alexandre le Grand. Marco Polo. Ouais, plutôt conquérant. Marco Polo, plutôt moins conquérant déjà, moins guerrier déjà, Marco Polo. Pardon ? Bougainville. Oui, voilà, plus tard, effectivement, Bougainville, un petit peu militaire quand même. Hein ? Vasco de Gama, voilà, donc ça c'est des Européens, on les connaît bien. Chez les Arabes, il y a Ibn Battuta, il a fait encore plus fort que Marco Polo, des très grands voyages. Enfin, il y en a plein. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi, je passe très vite dessus, c'est Pythéas le Massaliote. C'est un grec qui est parti de Phocée, donc cité grecque à l'origine, qui est devenu Marseille depuis. Hein. Il a réussi quand même, et à l'époque, il fallait être balèze, à remonter jusqu'en Islande. C'est pas rien comme voyage, hein. On parle de moins 300 et quelques avant Jésus-Christ. Voilà. Les moyens de l'époque sont pas tout à fait les mêmes. Et il est rentré, au bout de quelques années, pas mal d'années quand même, presque une vie de voyage, il a raconté les aurores boréales. Personne l'a cru. Peut-être que la légende des Marseillais qui aurait tendance à exagérer viendrait de Pythéas le Massaliote. C'est une théorie défendue par une amie marseillaise. Je lui laisse sa théorie, mais voilà, bon, il y en a plein. Tout le monde a compris où je voulais en venir. Ça voyage un petit peu partout dans le monde, et tout se passe bien, et surtout, sans passeport. Vous passez les frontières sans que personne ne vous contrôle votre passeport, et vous pouvez aller où vous voulez, à partir du moment où vous arrivez vivant. La sécurité sur les routes est relativement hasardeuse, mais sinon, tout va bien. Et puis au tournant du XVIe, XVIIe siècle, une bande d'aristocrates désœuvrés du nord de l'Europe cherche un nouveau hobby pour s'occuper. Et ils vont commencer à voyager pour un tout nouveau motif. Parce que jusqu'à présent, on voyageait toujours pour une raison. Conquérir un nouveau pays, je vous l'ai dit, pèlerinage, exploration, commerce. Et là, cette fois, on va se mettre à voyager pour le plaisir. Pour, plus précisément, parce qu'on est entre aristocrates, donc on ne dit pas juste plaisir, on dit pour aller parfaire ses humanités. Ça en jette un peu plus. Ils vont tous s'y mettre. Les Anglais, ça va beaucoup leur plaire ce truc, et donc les Britanniques vont appeler ça faire le grand tour. Ça va devenir un passage obligatoire quelque part pour rentrer dans l'âge adulte. On envoie les jeunes faire le grand tour d'Europe et surtout aller en Italie, parce que c'est l'époque de la Renaissance, et donc il faut aller parfaire ses humanités en allant étudier les classiques, si possible, sur place. L'architecture romaine, etc. On peut aller jusqu'en Grèce, en Turquie. Bon, ils font pas que visiter les monuments historiques, hein, les gars. Ils partent avec les bourses pleines. Voilà, c'est aussi les débuts du tourisme sexuel, à peu près à la même époque. Hein. C'est principalement des hommes qui voyageaient. Très peu de femmes. Il y en a. Et puis, ma foi, tout est déjà en place, hein, si vous voulez. On va, par exemple, se faire peindre devant la tour de Pise, avec la perspective, vous savez, faire semblant d'être en train de redresser la tour de Pise. Et le tourisme était né.
Et le tourisme, ça va aller très vite. Au départ, c'est les aristocrates. Les bourgeois, qui ont les mêmes moyens financiers, vont se dire « mais c'est très bien ce truc, on va s'y mettre nous aussi ». Et donc, petit à petit, se développent des petites infrastructures. Voilà, au départ, c'est très artisanal. Et puis, quand quelqu'un d'un petit peu influent va quelque part, en parle, en rentrant chez lui. Du coup, il y a plus de gens qui y vont, donc plus d'infrastructures, etc. Vous voyez bien la logique du truc. 16e, 17e, 18e siècle. Révolution industrielle, 19e. Et à la même période de temps, se met en place un nouveau système qui va dominer le monde, qui est le système dans lequel nous vivons actuellement, et qui s'appelle le capitalisme. Le tourisme est un pur produit du capitalisme, et je dirais même que c'est l'enfant pervers du capitalisme. Il avance masqué, vous voyez, derrière un décor. À Disney, on ne sait pas que Mickey, c'est un ouvrier sous-payé, exploité, qui bosse dans des conditions absolument ignobles. L'enfant pervers du capitalisme, il va devenir de masse. Et le tourisme de masse, ce qu'on va commencer à appeler l'industrie du tourisme, c'est vraiment au 19e siècle, quand un Anglais, encore une fois, va organiser le premier voyage organisé, le premier voyage de groupe, si vous voulez. Il va faire déplacer quelques centaines de personnes d'une ville à une autre grâce à une ligne de train. Et est-ce que le tourisme se développe en même temps que les infrastructures et les transports. Vous voyez, donc le train, c'est pratique, ça permet de déplacer beaucoup de gens en même temps. Et ce jeune monsieur, jeune entrepreneur, déjà dans l'esprit Startup Nation, vous voyez, va se dire, mais c'est pas con ce truc. Et donc il va monter une petite affaire, comme ça, il va être très très vite imité par plein de concurrents, parce que tout le monde va bien voir que ça marche très très bien ce truc-là. Et donc les premiers voyages organisés vont se mettre en place, d'abord dans le nord de l'Europe, en France, en Italie, etc. etc. À sa mort, notre collègue britannique est à la tête d'un empire. Il est mort en supervisant la construction d'un hôtel géant à Assouan, en Égypte. Oui, parce qu'il avait déjà mis en place les visites guidées des pyramides, les croisières sur le Nil, etc. Il a laissé cet empire qui a perduré pendant très longtemps et qui s'est écroulé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pas à cause du Covid, non. Ça a été pendant très longtemps l'entreprise numéro 1 mondiale du tourisme qui a déposé le bilan il y a 3-4 ans là. Non? Vous voyez pas? Thomas Cook. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial du tourisme, c'est TUI. Je ne sais pas trop ce que c'est, une espèce de conglomérat. Ah oui, mais c'est pas tout. L'histoire s'arrête pas là. Et la suite de l'histoire, moi, je la connaissais pas du tout. Et c'est à Milan, justement, avec les amis de la Chigala. Un soir, on va au resto avec, je me souviens, il y avait Lorenzo et Laila. Et Laila me dit, mais c'est quoi ton truc de voyager? Pourquoi t'es aussi obsédé que ça, Enfin, d'où ça vient et tout. Laila, elle aimait bien qu'on détricote, qu'on décortique un peu. Donc effectivement, en discutant, oui, je suis bien obligé d'admettre que je suis issu d'un milieu où le voyage, c'est très bien en fait. Vous voyez, c'est bien vu. Quand on en voyageait, on se place bien dans ce milieu-là. Et moi, j'ai grandi entouré de livres, de voyages. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'on est probablement assez nombreux dans cette pièce à avoir peut-être rêvé en lisant des aventures de... Vous avez des idées en tête? Gulliver, Robinson Crusoe, L'usage du monde, Nicolas Bouvier, grand écrivain voyageur, effectivement, que j'ai lu beaucoup plus tard, mais très intéressant. Moi, c'était Jack London, par exemple. À 12 ans, voilà, L'appel de la forêt, quoi. Des choses comme ça. Mais le cinéma aussi. Moi, quand j'étais ado, j'ai vu ce film, La plage. Vous vous rappelez de ça? Nos premiers joints. Bon, le film se termine très mal, mais au début, c'est le rêve absolu des jeunes occidentaux qui partent à l'autre bout du monde, comme ça, en voyage, etc. Enfin, vous voyez où je veux en venir. On baigne là-dedans. On est très, très, très influencés, en fait. Voilà. On est... Ça nous fait rêver. C'est notre bagage culturel, en fait.
Et je prends conscience de ce truc-là. Je prends conscience que ces rêves de voyage, tout ça, ils sont pas venus de nulle part. Ils viennent, ils ont toute une histoire en fait. Et là, je découvre aussi, grâce à ces camarades italiens, une autre histoire du tourisme. Parce qu'au 19e siècle, c'est aussi le moment où naissent les luttes sociales. Tous ces ouvriers déracinés des campagnes qui ont besoin de refaire culture commune et qui se créent et qui réclament notamment parmi leurs revendications, qui réclament le droit au temps libre. Et quelle meilleure façon d'user son temps libre que d'aller voir ailleurs si le monde est beau. Et donc ils se mettent à voyager également. Et donc ils commencent à réclamer des congés payés. Et voilà. Et les fameux congés payés en 1936, tout d'un coup, c'est des millions de personnes qui n'avaient jamais pu voyager qui se retrouvent sur les routes. En 1936 en France. Des millions d'ouvriers et de travailleurs pauvres ont enfin le droit d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si les carottes ont meilleur goût. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais ils partent sur les routes, à vélo, en train, comme ils peuvent, etc. Et donc, se développe à ce moment-là une économie qu'on va appeler du tourisme social. Et vont se créer des villages vacances qui, au départ, sont associatifs. C'est vraiment fait pour accueillir les populations les plus pauvres, etc. En parallèle, du tourisme bourgeois qui, lui, se maintient, mais pas dans les mêmes endroits. Parce que quand le tourisme est devenu de masse, les bourgeois, ça leur a pas plu du tout, ce truc-là. Voir les pauvres envahir leurs belles plages où ils étaient que entre eux. Et c'est à ce moment-là que le terme touriste est devenu péjoratif. Au début, il n'était pas du tout. Au début, c'était prestigieux d'être un touriste. Et c'est devenu une insulte. Va donc être touriste. Connard de touriste. Gros con de touriste. Les dorifores, on les appelle dans certains endroits. Ils détruisent tout. Ils ravagent tout sur leur passage. Et qui les appelle comme ça? C'est des gens qui, eux, aujourd'hui, vont s'appeler voyageurs. Moi, je voyage. Je ne fais pas du tourisme. Ces gens, j'en ai fait partie pendant très longtemps. Pendant longtemps, je considérais que j'étais un voyageur. J'étais certainement pas un touriste. Et puis grâce à ces personnes que j'ai rencontrées sur ma route, j'ai compris un petit peu d'où ça venait tout ça. Merci les copains de la Shigella de m'avoir aidé à réaliser un petit peu où j'étais, comment je me situais dans la société. Et je vais continuer à voyager, mais fort de cette connaissance grâce à vous. Donc peut-être voyager un petit peu différemment aussi dans mon rapport au monde. Juste un truc avant de partir. Vous savez pas où je peux trouver une petite boutique à souvenirs, un truc de touriste justement, parce qu'il faudrait que je trouve un petit oiseau pour ma grand-mère. Ok. Alors, merci les copains. Je reprends mon sac, je vais continuer ma route. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement, de nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace. C'est vrai. Je peux pas, désolé, c'est une femme qui chante ça normalement. Vous vous souvenez qui? Désirless. Prochaine étape. Cette fois, je vais aller poser mon sac à Tunis. Tunis, attention, quiz. Capitale de la Tunisie. Ah bah, j'ai pas fait trop dur pour la première question du quiz. Et je vais poser mon sac chez Khouloud. Une jeune Tunisienne, très pleine de vie, pleine d'énergie. On s'est régalé. Enfin, je me suis régalé là-bas. C'était la fête, c'était génial. J'ai débarqué chez Khouloud grâce à Couchsurfing. Vous connaissez? Ouais.
C'est un site internet, en gros, qui a plus ou moins adapté la bonne vieille hospitalité à l'ancienne en mode internet. En gros, je le fais très simple, hein. Vous créez un espèce de petit profil, vous présentez succinctement, et puis quand vous allez quelque part, vous pouvez envoyer une demande un peu, alors soit des demandes ciblées à des gens, soit une demande un peu générale pour dire bon bah voilà, je serai là de telle date à telle date, salut, moi c'est Pierrot, est-ce que tu veux bien m'héberger? Couchsurfing, ça veut dire littéralement surfeur de canapé. Et grâce à ce site internet, et c'est entièrement gratuit, hein. Voilà, il n'y a aucun échange monétaire, c'est vraiment le plaisir d'accueillir des gens chez soi ou d'aller voyager chez l'habitant. Ce qui vaut tous les guides du monde. Puisque quand vous êtes chez quelqu'un, c'est lui qui connaît les petits restos sympas du quartier, comment visiter, à quelle heure c'est le mieux, machin, etc. Comment aller prendre, ils vont vous filer, des fois ils ont des titres de transport en rab, enfin voilà, c'est vraiment super. Et s'il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté et qui voyagent un petit peu, je vous invite à essayer. Enfin moi ça m'a beaucoup plu, je l'ai fait pendant des années. Et Khouloud, voilà, je l'avais rencontrée via Couchsurfing, elle m'a accueilli chez elle pendant quelques temps à Tunis, et c'était super. Surtout parce que on partageait pas mal d'idées, on avait pas mal de choses en commun. Notamment on faisait le même sport, les bars parallèles. Ouais. Un soir, on est allé faire des bars parallèles dans la rue où il y a tous les bars à Tunis, qui s'appelle la rue de Marseille. Et c'était une très très belle soirée, je me souviens, on est passé d'un rad à l'autre et tout, super. À un moment, on discute, on est là, donc je suis avec un groupe de Tunisiens et ça discute. Et il y en a un qui me demande mais au fait, ça n'a pas été trop dur pour toi pour rentrer en Tunisie avec le visa et tout ça? Moi, bah non, c'est cool, pas de problème, tu sais. Moi en Tunisie, je rentre comme ça, sans visa. Il y a eu un petit silence gêné autour de la table. La Khouloud me glisse discrètement, si tu pouvais éviter de faire le colon, ce serait pas mal. Et oui, parce que j'avais oublié que moi, j'avais la bonne couleur de passeport. Et que pour eux, imaginez un voyage en France, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'ils n'avaient pas le passeport de la bonne couleur. Je m'explique. Moi, je voyage avec ça. C'est un passeport français de l'espace Schengen européen, alliance soi-disant sans frontières. Et c'est un passeport prune, donc c'est un passeport qui appartient à la catégorie des passeports rouges, qui sont en général les passeports les plus puissants. C'est un vrai terme, on parle de la puissance des passeports. La puissance d'un passeport, en fait, vous dit dans combien de pays vous pourrez rentrer facilement, sans avoir besoin d'effectuer des démarches de visa complexes ou onéreuses. Voilà, aller au consulat, faire des demandes administratives, machin, etc. Moi, avec un passeport prune, je rentre en Tunisie, j'arrive, je présente mon passeport à la douane, un coup de tampon, merci monsieur, bienvenue. Pour un Tunisien, dont le passeport sera bleu, je crois, oui, ça va être beaucoup plus difficile, et ça va lui prendre beaucoup plus longtemps, ça va lui coûter surtout beaucoup plus cher, pour venir faire le touriste en France ou dans l'espace Schengen. On appelle ça un visa Schengen. L'avantage, c'est que vous pouvez visiter 25 pays avec un seul visa. Mais bon, il faut l'avoir déjà. Et donc, il existe un classement international des passeports, un classement de la puissance des passeports. C'est l'agence Henley & Partners qui effectue ce classement. Et donc, on sait comme ça, petit quiz, quel est le passeport le plus puissant du monde? Le numéro 1, celui qui est tout en haut là du classement. États-Unis? Non, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Américains. C'est pas si facile que ça pour eux de voyager. Enfin, ça va. Ils peuvent, hein. On va pas les plaindre. La Suisse, ils sont pas mal. Ils sont là, mais ils sont pas tout en haut. Le Qatar? Ah non, quand même pas. Ils sont plus bas. Vous voyez, alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais sur la première colonne, la plupart des passeports sont plutôt rouges. Des choix.
Les passeports qui sont pas rouges, c'est les passeports néo-zélandais, américains, canadiens. Vous voyez où je veux en venir? Occidentaux, riches, tout ça. Et sinon, vous voyez, il y a de moins en moins de rouge au fur et à mesure qu'on régresse dans le tableau. Les derniers qui sont là, vous voyez, il n'y a pas de rouge là. Donc non, le Qatar, non, ils sont pas du tout dans la première colonne, le Qatar, non. Ça correspond au quoi du coup, c'est entre rouge et vert, c'est ça? Oui, alors la couleur fait pas tout, hein, c'est pas un truc, mais on s'est aperçu comme ça, l'agence Henley a dit, ah tiens, regardez, les passeports rouges sont plus puissants. Bon, Les voilà. Anglais? C'est la russe. Ah bah non. Non, c'est pas... Non, non, c'est très compliqué pour les Russes de voyager. C'est vrai. Pendant longtemps, ils n'avaient pas de passeport. Du temps de l'Union soviétique. Il fallait qu'ils fassent une demande, etc. Enfin, bon. Non, tout en haut, la number one, L'Islande. bien rouge. La Chine. Rouge vif. Non. Non, mais pas loin. Communiste. Pas loin, pas du tout communiste. Corée du Sud. Le Japon. Ah, le Japon. Le Japon est number one. Mon classement, il est de 2021, donc 2020, pardon, avril 2020. Alors, ça a peut-être changé, mais en général, non, ça va. Le Japon a accès à 191 pays extrêmement facilement. Alors, la France est sixième, dans le groupe 6e ex aequo sur le... Donc nous, on a accès à 186 pays, très facilement. Et effectivement, mes copains tunisiens, eux, ils étaient là, si vous voulez. Ils étaient 74e, et eux, ils pouvaient aller facilement sans visa dans 69 pays. Pas pareil, hein. Moins de la moitié. Il y a des gens qui ont des origines étrangères, là? Vous voulez savoir ce que vaut votre passeport, éventuellement, ou de la famille? Non? Polonais? Alors, la Pologne. Et à chaque fois, on m'en sort un que je ne sais pas du tout où il est dans le classement. 11e, à égalité avec la Lituanie et la Slovaquie, 181 pays. C'est presque comme... C'est espace Schengen. Hein. Ouais. Donc, passeport rouge, bravo, félicitations. La Grèce aussi, passeport rouge, ils vont être dans le haut du tableau, enfin bon, voilà. Et les Russes? Les Russes, passeport bleu, je crois, ils sont assez bas. Je sais plus où ils sont exactement. On va aller sur la toute fin du tableau, si vous voulez bien. Alors là, c'est noir, marron, vert. Alors, si vous avez un passeport vert avec des lettres arabes en calligraphie dorée, comme ça, dessus, en général, vous êtes en bas du classement, là, vous êtes mal barré. Par exemple, le Pakistan, qui n'est pas dernier, qui est 106e, 32 pays, sans visa. Et tout en bas, dernier, petite idée? Corée du Nord. Non. Non, la Corée du Nord, ils sont au-dessus du Pakistan. L'Afghanistan, oui. Irak. L'Afghanistan, ça peut se comprendre. L'Irak aussi est tout en bas. Presque à égalité. Voilà, avec un passeport afghan, vous ne voyagez pas beaucoup. Et ceci nous dit quand même quelque chose. Ceci nous parle de rapport de domination mondiale. Ceci nous permet de comprendre que la puissance du passeport est quand même plutôt liée à la puissance du pays. La puissance économique, la puissance militaire, la puissance ex-coloniale. Toute la première colonne, c'est essentiellement des anciens empires coloniaux. Et donc quand Khouloud me dit « Tu peux éviter de faire ton colon, s'il te plaît ?» J'avais juste oublié que j'étais français dans une ancienne colonie française et que dans ces cas-là, faire preuve d'un petit peu d'humilité, ça fait de mal à personne. Et donc ça m'a servi de leçon et ça m'a permis de ne plus jamais voyager de la même manière, ou en tout cas de savoir fermer ma gueule quand il serait un peu déplacé de l'ouvrir sur la situation politique d'un pays. Quand vous êtes sur place, vous n'allez pas expliquer aux gens en quoi leur pays serait ou pas d'une dictature, etc., etc. Surtout que nous, vu ce qui se passe actuellement en France, on n'a pas beaucoup de leçons à donner au reste du monde. C'est un avis personnel. Merci Khouloud et les copains de Tunis de m'avoir permis de comprendre ça et de continuer ma route, fort de ce nouveau savoir, fort de ces nouvelles rencontres, et puis merci pour les barres parallèles, quoi. On a bien fait du sport. Ciao, à bientôt. Avant de partir, j'ai failli oublier. Tu sais pas où je peux acheter un petit oiseau C'est tout Marcin de Rompon. Alors, j'essayais à chaque fois que le petit oiseau corresponde un petit peu à là où j'allais, etc. Par exemple, quand je me suis promené autour de Tunis, etc., j'étais là-bas en plein hiver et il y avait des flamants roses, c'était magnifique. Sur un lac gelé, là, c'était
Voilà, petit flamant rose. Tiens. Allez, cette fois c'est tout bon. On peut y aller. À bientôt. J'espère que tu pourras venir en France. On fera des bars pareils. De nos jours, un fait est certain, le nomadisme est à la mode. Et en un sens, c'est plutôt bien, car ça bouscule un peu les codes. L'excès de sédentarité, c'est ça qui affaiblit l'espèce. C'est très mauvais à la santé, et puis ça file du cal aux fesses. Pour remédier à ce fléau qui nous promet un triste sort, y a pas à se creuser le ciboulot, y a qu'une solution, c'est le sport. Moi je cours de zinc en abreuvoir, je vais de Bastringue en comptoir, je suis un nomade des ruelles, un Touareg, un pèlerin. Je fais des bars parallèles, je suis un athlète du quotidien. Ça, c'est qui? Ça, c'est moins connu déjà, hein? Arnaud, ça? Non. Un groupe éphémère qui n'a fait qu'un seul album et qui s'appelait Les Frères Cohen. Ah oui. Il se trouve que je vais en profiter pour faire une petite dédicace à Kraspek qui a participé à la construction de cet établissement et qui a été le chanteur et qui est parti. J'ai appris cette chanson. Voilà. Dédicace à toi Kraspek. Cool. Et prochaine étape. Où vais-je donc poser mon sac? En Norvège? L'équivalent de l'Ardèche, mais en Russie, en Sibérie, sur l'île d'Olkhon. J'avais pris le train, un gros classique touristique en Russie, le Transsibérien, vous voyez. On arrive à Irkoutsk, qui est une grosse ville, étape pas très loin du lac Baïkal, qui est le plus grand lac du monde, paysage absolument magnifique à couper le souffle, etc. Et on me dit, il faut absolument que tu ailles sur l'île d'Olkhon, c'est magnifique. Ok, donc la coach surfeuse qui m'hébergeait m'explique comment y aller, je me lève un matin, on avait fait la fête la veille, j'étais plus très frais, j'avais plus toute ma tête, j'avais juste pensé à préparer un petit sac pour aller passer quelques jours sur l'île d'Olkhon et je laisse mon gros sac chez elle. Je saute dans le bus et je fais ma journée de bus et j'arrive le soir, on m'avait filé l'adresse d'une petite guest house, une petite pension de famille, on pourrait dire, dans le village de Rougir, et j'arrive, et donc je demande une chambre et tout ça, et on me demande un acompte. Et là, j'avais oublié mon enveloppe de roubles dans mon gros sac à dos, à une journée de bus. Mais j'ai une carte bancaire. Ah non, sur l'île d'Olkhon, il n'y a pas de distributeur automatique. Et bien, puis vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas de terminal, de toute façon, bien sûr. Comment on peut faire? Et il se trouve que le Nikita's Homestay, chez Nikita et Natalia, eh ben, on pouvait rester sans argent, simplement en filant un petit coup de main chaque jour. On pouvait rester, participer à la vie de la guest house, en bossant un petit peu tous les matins. Et j'ai pu séjourner parmi eux. Et à la fin, quand je suis parti, ils m'ont même filé du fric. Ils venaient de me loger, nourrir pendant quelques temps. Et ils m'ont même filé du fric pour me payer le billet de bus retour jusqu'à Irkoutsk. Et j'ai vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire que probablement pour la première fois de ma vie, je me suis trouvé totalement désargenté. Je suis arrivé, j'avais quelques roubles au fond de la poche, mais en pièces, c'est-à-dire que autant dire que j'avais rien, quoi. Et j'ai passé un séjour absolument extraordinaire sur cette île et dans cette pension de famille, avec d'autres voyageurs du monde entier, des gens qui étaient arrivés comme moi, qui voyageaient un petit peu sans argent, des touristes nantis de dollars à foison, non pas en Russie, pardon, ça marche pas le dollar en Russie, des roubles. Oui, ils aiment bien, si, vous pouvez changer des dollars parce qu'ils aiment bien en récupérer, mais chez Nikita, non, ils prenaient pas les dollars. Voilà. Les euros, ils voulaient des roubles. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait voyager sans argent. Mais bon, c'était une petite parenthèse dorée certes, mais petite parenthèse. Après,
je suis rentré à Irkoutsk et j'ai retrouvé le deuxième objet le plus indispensable pour voyager après le passeport, la carte bancaire. Alors, moi j'ai une carte de chez All Banksters Are Bastards. Et évidemment que c'est pas le tout d'avoir un passeport rouge, bien classé, machin, etc. C'est que si vous n'avez pas ça, tout passeport français que vous êtes, vous irez pas bien loin. Vous savez que un Français sur 4 ne part pas en vacances. Un Français sur 3 même, on a tendance à dire maintenant. Un enfant sur 4 ne part jamais en vacances. Et on parle bien de la France, un pays avec un niveau de vie. Et si on s'imagine à l'échelle du reste du monde, bah tenez, c'est très simple. L'Organisation mondiale du tourisme fait état, sur juste avant le Covid, 2019, 1,5 milliard de voyageurs internationaux, de voyages internationaux recensés dans le monde. C'est des statistiques qui sont construites à partir des voyages, des passages de frontières, etc. Mais 1,5 milliard de voyages, c'est pas 1,5 milliard de voyageurs différents. Et ça, c'est une statistique qui a été assez compliquée à produire et que finalement, j'ai pu trouver. Combien de voyageurs pour de vrai dans le monde, touristes, qui voyagent d'un pays à l'autre, etc. Je l'ai trouvé dans un livre absolument référence, Sociologie du tourisme par Bertrand Réau et Saskia Cousin. Saskia Cousin, j'arrête pas d'écouter tout ce qu'elle, je lis tout ce qu'elle publie, j'écoute chaque fois qu'elle passe à la radio, je suis absolument fan de cette sociologue, anthropologue, enfin voilà, elle a tout un tas de diplômes, etc. Elle a produit la statistique, ils sont arrivés à l'estimation de 200 à 250 millions de touristes, peut-être, allez, mettons 300 millions de touristes dans le monde, sur 7 milliards d'habitants. Autant dire une élite mondiale. Autant dire que, comme moi, vous avez la chance de pouvoir voyager. Effectivement, il ne faut peut-être pas oublier qu'on fait vraiment partie d'une petite élite. Et que pour l'immense majorité de la planète, voyager, c'est souvent aller à la ville du coin. Ça a été le cas pendant très longtemps pour l'immense majorité de la population française. Et aujourd'hui encore, 90% des Français prennent leurs vacances en France. Une grosse partie voyage en hébergement non marchand. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va visiter la famille et les amis. Et que tout passionné de voyage que je sois, et quand je raconte mes voyages, faut pas que j'oublie que la personne en face de moi, peut-être, c'est pas qu'elle aura peut-être jamais les moyens de se payer, puisque effectivement on peut voyager sans argent, mais on peut le faire si on a le capital culturel, si on a le bagage. C'est, par exemple, je sais pas, vous connaissez peut-être cette émission Nu et culotté. C'est une émission de télé où les deux gars, ils partent à poil, totalement à poil, avec rien. Bah, une caméra, parce qu'il faut une émission de télé, ok, ça reste de la télé. Et puis, comme ça, au fur et à mesure de leur périple, il y a des gens qui leur filent des fringues, des gens qui leur filent, voilà, et puis ils font des missions, ils réalisent des rêves, aller jouer au golf avec un noble anglais, machin, des trucs comme ça. J'ai rencontré à Olkhon, chez Nikita et Natalia, dans leur pension de famille, il y avait Jamel, un Marocain. Lui, il a essayé de faire comme dans Nu et culotté. Au Maroc, il s'est fait tabasser. En France, il s'est fait raccompagner à la frontière par la police. Il a fait de la prison au Japon. Donc il a arrêté après Nu et culotté. Hein. Il n'était pas de la bonne couleur. Hein. Je parle pas que du passeport. Voilà. Capital culturel, origine, qui vous permettent effectivement d'être un peu plus accueillis. Et oui, parce que 10% de l'économie mondiale, qui tient sur entre 200 et 300 millions de personnes, essentiellement, on est compte que là, on a quelque chose qui est très déséquilibré, en fait. Un emploi sur 10 sur la planète, au service
d'une toute petite élite. Et après, que ça n'empêche surtout personne de voyager. Il faut juste un peu d'imagination, il faut essayer, il faut trouver... J'ai rencontré des voyageurs de pays où on a du mal à voyager, mais on y arrive quand même. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec mes économies, en faisant des petits boulots tout au long de la route, ou aussi grâce au sponsor numéro 1 des voyageurs français. Pôle emploi. Bah ouais. Alors, je fais la blague. En même temps, on va peut-être pas oublier que c'est l'assurance chômage. Voilà. On n'est pas payé. Donc je l'ai fait. Voilà, bon, erreur de jeunesse. Je le fais plus. Je n'encourage pas forcément à le faire. Mais effectivement, on a été nombreux et peut-être que ça pose aussi la question des revenus en fait. De finalement, on bosse tout le temps, on n'a pas le temps de voyager, on a de l'argent, on économise. Quand enfin on a le temps de voyager, on va dépenser notre argent, etc. Enfin, à un moment, il faudrait trouver des solutions pour qu'on dispose d'un peu plus d'assises financières qui nous permettent d'aller explorer le monde et voir comme le monde est beau et de rencontrer d'autres cultures. Voilà, il y a des gens qui parlent de salaire à vie, par exemple, de choses comme ça. Moi, j'aime bien l'idée du salaire à vie. Bernard Friot parle de ça. Je vous encourage à consulter ce que fait ce monsieur. Mais effectivement, peut-être pas abuser de l'assurance chômage, qui est un acquis social, au même titre que les congés payés. On m'a quand même aidé à trouver un petit oiseau avant de partir de Russie. Voilà. Petit colibri. Non, j'ai pas de colibri, ce serait trop petit, vous le verriez pas. Non, alors, pourquoi toujours être super original, etc. Il se trouve qu'on m'avait offert une très 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 jolie poule pour ma grand-mère, faite maison, voilà, sculptée dans une pierre un peu spéciale, etc. Et pourquoi pas. Et ma grand-mère, elle a adoré cette petite poule qu'elle a mis en place d'honneur dans sa collection. Bah ouais, ancienne fermière, quoi. Dans les pays pauvres, en développement, faut-il dire, 70% de l'argent investi par les touristes, qui viennent eux des pays riches, repart dans les pays riches. Puisque les actionnaires sont en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, machin, etc. Donc le tourisme comme développement économique, non. Le tourisme développe pas grand-chose. Le tourisme détruit beaucoup, détruit les cultures locales, détruit les économies locales et profite surtout à une petite caste de riches industriels du tourisme. Oui. Ça, je l'ai appris effectivement tout au long de la route. Et me voici reparti. Fort de cette nouvelle connaissance, conscient de mes privilèges, en fait. À ce moment-là, je commençais réellement à me demander comment je pouvais partager ces privilèges. Vers les docks, où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi, de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés, on le vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce vide gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est le qui? Alain Mouskouri, quelqu'un a dit, j'ai entendu. Bravo. Aznavour. Eh oui, cher Aznavour. Allez, prochaine étape. J'ai posé mon sac allez, à Hanoï. Pourquoi Hanoï? C'est qu'après Olron, je me suis mis à voyager un petit peu comme ça, un peu cool, un peu aller bosser à droite à gauche, etc.
Et ça m'a assez vite épuisé en fait, le voyage à la dure, à la vraie, sur les routes, tout ça. Et donc je suis arrivé à Hanoï, j'étais un peu fatigué. Donc là, j'avais un peu 3 sous de côté, par chance. Et donc je me suis installé pendant un bon moment dans une guest house. Une guest house, une auberge quoi. Voilà. Et la vie est pas chère là-bas. Donc ça m'a permis de souffler un peu, rencontrer plein de gens via Couchsurfing ou d'autres réseaux, dans la rue, comme ça, en discutant, etc. J'ai rencontré par exemple Hanja, on est devenus super copains. Alors on s'est rencontrés sur un malentendu, en fait, au départ il me draguait, tout ça, et puis malentendu, puis on est devenus potes et on a fait des bars parallèles ensemble. Voilà, il me racontait son rêve, il voulait organiser la première Gay Pride à Hanoï. Ouais, compliqué, il a eu du mal. Bon, il s'est exilé depuis, les réfugiés politiques en Europe. Je me souviens d'un soir où on avait bien fait des bars parallèles avec Hwangja, et lui, il habitait dans la banlieue de Hanoï, assez loin. Et il était bien pété, moi aussi. On va boire un dernier verre dans mon auberge, celle où j'étais, où il y avait un bar en bas, super bien, voilà, pas trop cher, tout ça, nickel. Et il me dit, je vais aller demander à l'accueil s'ils ont une piole, j'ai pas envie de conduire là pour rentrer chez moi, c'est trop dangereux les rues quand t'es sous. Il y va et il revient un peu déçu, il me dit, mince alors, je peux pas rester. Ils me disent que c'est complet. Non, c'est pas complet, moi, ça fait des semaines que je suis là, il y a plein de lits vides dans les dortoirs. Non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? On était une petite bande. Et on était 2 touristes blancs dans la bande. Il y avait une Australienne avec nous. Et elle dit, attends, on va vérifier un truc. Elle va à l'accueil. Elle demande si elle peut dormir là ce soir. Évidemment, mademoiselle, pas de problème. Vous voulez une chambre au sol, un dortoir on a le choix. Et donc, nous étions dans une auberge tenue par des Australiens, il s'est trouvé, les patrons étaient australiens, le personnel était australien, sauf les femmes de ménage qui étaient vietnamiennes, payées sous contrat vietnamien, tandis que le reste du personnel avait des contrats australiens, payés en dollars. Et cette auberge était interdite aux Vietnamiens. Imaginez-vous une seconde, en France, un hôtel interdit aux Français. Est-ce que ça vous paraît concevable, ce truc-là? Moi, ça m'a mis hors de moi. J'ai dit à Hwangja, mais c'est pas possible, on va faire un bordel monstre et tout. Et lui, il était vietnamien, il habite en Vietnam, qui n'est pas un pays super cool vis-à-vis de sa police. C'est un pays qui est toujours sous régime de parti unique. C'est le parti communiste vietnamien qui est au pouvoir depuis que le Vietnam a gagné sa guerre d'indépendance contre d'abord la France, puis ensuite les États-Unis. Donc ils ont vécu quand même quelques décennies de guerre. Et c'est un régime relativement autoritaire qui, par exemple, a quelques problèmes avec l'homosexualité de Hwangja, et donc lui, il voulait surtout pas d'emmerde. Bon, le bordel, on l'a fait quand même, plus tard, quand il n'était pas là. On leur a retourné leur auberge, on leur a foutu la honte universelle, on a balancé tout ce qu'on pouvait sur les réseaux sociaux, machin, etc. Je sais pas ce qu'est devenu cette auberge, j'en ai rien à foutre en fait. J'espère qu'ils ont coulé. Voilà, j'espère qu'ils ont déposé le bilan. Moi, je me suis barré. J'avais à un moment un petit accès de misanthropie comme ça. Là, j'avais plus envie de voir personne, j'avais plus envie du tourisme. Là, ça m'avait violemment écœuré ce truc-là. Tout d'un coup, il me restait quelques économies. Je me suis acheté un vélo avec ça. Puis je suis parti dans les montagnes à vélo. Je suis allé au Laos, au Cambodge, à vélo. Dans les montagnes, je chantais Vietnam, Laos, Cambodge, Vietnam, Laos, Cambodge. C'est une chanson des Bérus Rien Noir, je sais pas si qui connaissent. Et là, je suis allé voir un peu concrètement comment ça se passait dans ces pays, quoi. Laos, pays le plus bombardé au monde. Parce que pendant la guerre du Vietnam, en fait, c'était aussi la guerre au Cambodge et au Laos. Et il y avait une base américaine dans le nord du Laos avec un B-52 qui décollait toutes les 8 minutes au plus fort des bombardements. B-52, c'est gros bombardier qui déverse des tonnes de bombes. Un toutes les 8 minutes pendant des années, pendant 9 ans, je crois. Je sais plus si mes chiffres sont parfaitement exacts, mais
Voilà, si vous voyez des photos aériennes du Laos et du Cambodge, il y a des endroits, c'est lunaire, il y a des cratères partout, partout. Ils vivent encore sous la menace permanente de mines antipersonnelles. Beaucoup de cancers aussi, parce que les Américains ont déversé beaucoup de défoliants pour faire tomber les feuilles dans la forêt, pour pouvoir voir les résistants quand ils traversaient, qui transportaient des armes, etc. Enfin bon. Tout d'un coup, j'ai découvert une autre forme de tourisme que je ne connaissais pas, le tourisme de mémoire. Je suis allé visiter les caves des résistants dans le nord du Laos. Ça m'a touché. Je suis allé visiter aussi, quand je suis arrivé au Cambodge, la prison où, quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir, ils ont torturé, exécuté des dizaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis mis à voyager en m'intéressant à l'histoire des peuples, à ce qu'ils avaient vécu aussi, et parfois de terrible. J'avais par exemple visité Auschwitz, mais j'avais pas le même degré de conscience. Auschwitz m'avait ému par rapport à ce que j'avais appris en classe, mais visiter la prison S22 à Phnom Penh au Cambodge m'a beaucoup plus touché parce que j'étais plus éveillé, j'avais plus de connaissances, etc. Et donc je savais à quoi j'étais en train de me confronter, ce que ça voulait dire historiquement parlant. Je me suis mis à voyager avec un petit peu plus de conscience écologique aussi. Parce que, tenez, par exemple, je faisais référence à La Plage tout à l'heure, ce fameux film. Vous savez qu'après la sortie du film, la fameuse plage où a été tourné ce film, les touristes sont arrivés par millions, pendant des années et des années et des années, à tel point qu'au bout d'un certain nombre d'années, en fait, il n'y avait plus un gramme de vie sur cette plage. Elle était dévastée, parfaitement dévastée. Les autorités locales ont dû fermer la plage, qui se trouvait sur une île. Les tours opérateurs se sont parfaitement adaptés, c'est-à-dire que pour le même prix de ticket, avant vous alliez sur la plage et maintenant vous restez dans le bateau sur la ligne rouge de flottaison qui se trouvait dans l'eau et vous preniez des photos de la plage au téléobjectif. Les tarifs n'avaient pas changé. La plage vient d'être réouverte assez récemment et avec des quotas de touristes très limités. C'est une façon de limiter les dégâts du tourisme. Parce que le tourisme, c'est des choix politiques localement. Est-ce qu'on laisse faire totalement, de manière totalement débridée, comme dans certains pays, en Thaïlande, au Maroc par exemple, où le tourisme fait absolument n'importe quoi et n'a aucun problème pour bétonner une côte entière pour que les touristes soient le plus près possible de la mer. Après, il y a des pays où le tourisme est encadré. En France, on a la loi littorale, alors qui se fait un petit peu grignoter, politiquement parlant, mais voilà, on a protégé, on a encadré. Il y a des endroits, alors l'encadrement se fait par des décisions politiques, des décisions économiques. Le tourisme par le haut, réservé aux plus riches. C'est pas celui que je privilégie, moi, personnellement. Par exemple, si vous voulez descendre la vallée du Colorado aux États-Unis, qui est une des plus belles vallées au monde, si vous voulez la descendre dans la rivière, dans les gorges du Colorado, c'est sur tirage au sort. Faut payer aussi, mais on est aux États-Unis, ça va sans dire. Mais c'est sur tirage au sort. Voilà. Il y a plein de façons de penser le tourisme. Et pendant un moment, comme ça, j'étais un pied dans le tourisme, un coup voyageur, un coup touriste, un coup voyageur. Je savais pas trop comment me situer dans tout ça. Et je continuais ma route. Est-ce que j'étais un touriste? Est-ce que j'étais un voyageur? Je continuais à envoyer les petits oiseaux à ma mémé Lily. Et puis je reprenais mon sac et... La route m'appelle et m'attire, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Ce soir ici j'ai trouvé un lit, demain je coucherai dehors. Beaucoup de routes m'appellent vers vous, mais ma route m'entraîne toujours. Et j'ajoute des lieux et des lieux aux lieux qui me séparent de vous. Oh bien sûr j'ai souvent faim et froid, j'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Envie de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté. C'est qui ça? Blind test.
savez pas? I got it. Michel Coringe, chanteur qui a eu sa petite heure de gloire, notamment avec ce titre-là, Ma route. Je vais poser mon sac, mais... Michel Coringe, fin des années 70 à peu près, il est mort il n'y a pas très longtemps, dans le plus grand dénuement d'ailleurs, m'a-t-on appris la dernière fois que j'ai joué cette conférence. Peut-être avait-il trop voyagé, je sais pas. En tout cas, il paraît qu'il a eu une belle vie. Un jour, j'avais posé mon sac à Pisco Elki. Alors, Pisco Elki, alors je sais que personne n'a de train à prendre, hein. On a vu tout à l'heure qu'effectivement, il n'y avait pas de train à Rompont, tout ça, mais c'est juste pour vous dire que c'est la dernière étape du voyage. Après, on rentre et tout ça. Donc, rassurez-vous. S'il y en a qui ont besoin de se faire circuler le sang dans les jambes, je vous amène avec moi, on va faire une petite randonnée en montagne. Voilà. Parce qu'à Pisco Elqui, au Chili, au nord du Chili, il y a les plus beaux ciels du monde. C'est en fait un endroit où il y a très très peu de pollution lumineuse. Et dans la vallée d'Elqui, il y a des observatoires. Et les touristes, alors au départ, ils y viennent pour le pisco, qui est un alcool local. Voilà. Et puis, on peut aller, tant qu'à faire une soirée à l'observatoire. C'est ce que j'avais fait avec d'autres touristes. Et un petit groupe, voilà, on s'était rencontrés dans une auberge de jeunesse. Une vraie auberge de jeunesse. Celles qui sont nées à l'issue des mouvements sociaux dont je parlais tout à l'heure. À l'origine, les auberges de jeunesse, c'était un vrai projet social de découverte de la culture mondiale. C'était pas cher et c'était pour des jeunes comme moi qui n'avaient pas trop de sous. Et j'étais dans une vraie auberge de jeunesse avec plein d'autres jeunes comme moi qui n'avaient pas trop de sous et qui avaient envie de découvrir le monde. Et on était là pour découvrir la vallée d'Elqui. Alors, le pisco, oui, c'est très bon. Surtout le pisco sour, c'est un petit cocktail qu'ils font avec le pisco. Et puis, on est monté à l'observatoire. Et à la fin de la visite, notre guide nous dit... on a fait un super projet il n'y a pas longtemps avec les habitants de la vallée, etc. Et on a mis en place des œuvres dans la montagne. Et donc c'est une balade que vous pouvez faire la journée. Ça se fait tranquillement sur une demi-journée. Il y a une sculpture de momie. Et tout en haut, vous avez une échelle qui monte vers le ciel. Tout droit vers le ciel. Et moi j'étais avec deux, trois touristes comme ça. Et on se dit, allez on se le fait. Mais on se le fait là maintenant tout de suite. En nocturne. Sous les étoiles quoi. Le kiff. En plus, il se trouve qu'on avait une ou deux bouteilles de pisco, tout ça, donc nickel quoi. On va boire du pisco en haut de l'échelle. Et donc on part. Donc un petit groupe de 4-5 touristes inexpérimentés part dans une montagne totalement inconnue, sans équipement, sans carte, de nuit. C'est pas drôle. Donc, on s'est perdu. Voilà. Vous voyez bien où je veux en venir, hein? Alors, on nous appelle les idiots du voyage. C'est pas un terme anodin, les idiots du voyage, c'est un terme qui a été popularisé par un autre chercheur qui fait des études dans le domaine du tourisme, des enquêtes. C'est un peu la référence, c'est un peu le patron, quoi. C'est Jean-Didier Urbain. Gros monsieur des études touristiques. Et il a fait un ouvrage qui fait absolument référence, qui s'appelle justement L'idiot du voyage. Dans ce livre, il essaie de réhabiliter un petit peu la figure du touriste. En fait, il pose essentiellement la question de savoir, mais c'est quoi finalement la différence entre le touriste et le voyageur ? Et ça, il a fallu que je me perde en montagne. On a quand même réussi à rentrer au village au petit matin grâce à la lumière du jour, tout ça. Enfin bon, voilà, on n'est pas mort, hein, mais on n'avait pas beaucoup d'eau, on n'avait que du pisco. Enfin, ça a été un peu éprouvant. Bon, après coup, ces trucs-là, c'est toujours des bons souvenirs. Hein. Bon, c'est drôle, on en rit. Et en plus, moi, cette nuit-là, quand on est arrivé en haut de la montagne, et puis en fait on s'est rendu compte le lendemain en regardant sur la carte, l'échelle qu'on cherchait, elle était sur la montagne d'en face. Enfin bon. Ça m'a rappelé un truc. Un truc qui m'était arrivé quand je faisais Follow the leader, follow the leader.
J'étais animateur ado, du club ado, dans ce village vacances. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'était pas comme mes petits boulots d'animateur dans les centres sociaux et tout ça. On dépendait pas de la législation de jeunesse et sport qui encadre strictement le nombre d'adultes par rapport au nombre d'enfants. Un encadrant pour 12 enfants maximum, par exemple, dans ce type de centre de loisirs, accueil, colonie de vacances, etc. Non, là, ça dépend de la législation du tourisme et de l'hôtellerie. Nos limites. Donc moi, j'avais régulièrement 50, 60 ados pour moi tout seul, qu'il fallait distraire, divertir toute la semaine comme ça, en faisant des programmes d'animation, matin, après-midi et soir, etc. Et donc en village vacances, les gens, ils arrivent le samedi, ils repartent le samedi d'après, ou ils restent 2 semaines s'ils ont plus de sous. Et donc le samedi matin, ils partent en remplissant une enquête de satisfaction. Ils ne sont pas obligés, mais ils le font beaucoup. Donc très vite, ces enquêtes de satisfaction passent dans la petite babasse informatique, ch'tic, tout ça est mouliné, ça fait des statistiques. Et ces statistiques, nous les saisonniers, on avait le retour en fin d'après-midi, début de soirée. Donc on se retrouvait à l'apéro, au bar du village vacances. Ça nous permettait de voir les nouveaux vacanciers qui étaient arrivés entre-temps. Et puis on avait le chef de village, le patron, qui venait nous présenter les statistiques. Donc on avait nos statistiques à nous. On voyait ceux de toute l'équipe, ménage, accueil, restauration, tout le monde avait droit à sa note en pourcentage. Et puis on était comparé au niveau national, sur l'ensemble des villages de France. Moi, je tournais en général entre 70 et 78% de satisfaction depuis le début de la saison, et ça me paraissait très bien. Parce que si à peu près 3/4 des ados à qui j'avais proposé des karaokés ou des tournois de volley ou des trucs comme ça étaient contents, bah, je trouvais ça bien. Mais non, mon directeur, il trouvait pas ça suffisant du tout. Il fallait toujours que je fasse mieux. Je me souviens, on était 2 ans après la victoire de la Coupe du Monde, l'équipe de France et tout, donc tout le monde parlait un peu comme Aimé Jacquet. Tout le monde parlait comme s'ils étaient des entraîneurs de foot, tu sais, les patrons, ils s'étaient mis à ça en management. Donc lui, il me disait, il faut muscler ton programme, Pierrot, il faut muscler ton programme. Et donc, mon souvenir de me perdre en montagne, c'est que moi, pour muscler mon programme, j'organise un barbecue dans un refuge en montagne, en nocturne, avec les ados. Et je pars ce soir-là avec précisément 55 jeunes mineurs, de 14 à presque 18 ans, seuls, adultes. J'ai 20 ans, j'ai même pas 20 ans encore à ce moment-là. Je vais les avoir bientôt. Donc je suis donc responsable de ce groupe, on part, on trouve le refuge, on fait notre petite barbecue, et puis au moment du retour, il fait nuit, et là je m'aperçois que moi j'ai une lampe de poche, et qu'en fait sur mes 50 jeunes, il y en a 2 qui ont des lampes de poche. J'ai pas pensé à leur dire de prendre des lampes de poche. Je trouve qu'il y en a un qui est un peu plus dégourdi que les autres, qui a quasiment 18 ans, je me suis rendu compte qu'il tenait bien la route, tout ça machin, donc je lui dis écoute, mets-toi devant, tu mènes le groupe, et vous suivez bien le balisage. On en a pour 3/4 d'heure pour rentrer au village, c'est cool. Et moi je vais me mettre derrière avec une lampe de poche pour faire voiture-balai, quoi. Et puis on part, et puis à un moment, je commence à douter. Oh stop, on s'arrête. Ah bah on est perdu. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se trouve que j'ai un téléphone portable. On est en 2000. J'ai un téléphone portable. J'appelle le VVF. Donc allô patron? Ouais, ok. Donc après qu'il m'engueule, il dit bon bah je te passe. Il y avait un guide de haute montagne qui bossait sur le site. Et il me le passe, le mec m'explique, bon, tu vois le sommet, tu vois l'antenne lumineuse au sommet, ouais, tu vois la station, tu vois les lumières de la station, ouais, bon, bah tu tapes au milieu, c'est tout droit, vous allez trouver le village, pas de problème, non, vous allez voir, bon, je vois à peu près où vous pouvez être perdu, bon, tu fais juste gaffe, il y a 1 ou 2 ravins sur la route, et puis il y a 2 rivières à traverser. Mais ça va bien se passer. Enquête de satisfaction. Bon, effectivement, ça s'est bien passé. Hein. J'ai ramené tous les jeunes en vie, pas cassés. Parfait, bah bravo. Il y a une jeune demoiselle qui s'est tordue la cheville en arrivant. Dans l'enthousiasme de voir le VVF, elle a ah papa, maman, bah, bon, elle s'est fait mal, mais pas d'accident. Donc j'arrive, donc le patron me prend un peu à part, me défonce. Ouais. Et moi je dis, attends, moi j'étais tout seul, machin, attends, oh, j'ai même pas 20 ans quoi, enfin, on se calme.
Là, coup de bol, sort le cuistot. C'était le délégué CGT. Lui, il la faisait pas, la danse du village. Hein. J'ai découvert ce que c'était que la solidarité entre travailleurs ce jour-là. Il m'a bien défendu. Le patron, il a fermé sa gueule, il est reparti dans son bureau. Et le lendemain, enfin 2-3 jours plus tard, enquête de satisfaction. 98%. J'étais premier de France. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Tu fais vivre un truc. L'aventure. Et ouais. On s'est perdu. C'est des ados et ils se sont fait des On s'est bisous. perdu et on a vécu un truc qui n'était pas prévu. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est ça le voyage. Oui, C'est ça qu'on cherche quand on part en voyage. Ouais. Et moi, il a fallu que j'aille me perdre sur une montagne au Chili Pour le comprendre. pour finalement réaliser que me poser la question de savoir où j'étais, si j'étais un touriste ou un voyageur, mais c'était complètement con comme question. On s'en fout, en fait. Parce que c'est l'intensité de ce que vous vivez qui compte. Et s'il y a de l'imprévu, ben c'est encore plus intense. Quand j'ai préparé cette conférence, j'ai relu les journaux de voyage de ma mémé Lily. Mais je vous jure que j'ai lu des passages, on dirait du Sylvain Tesson. Sérieux? Wow. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Sylvain Tesson, c'est genre le grand écrivain voyageur à la mode. C'est le nouveau Nicolas Bouvier. C'est le nouveau Nicolas Bouvier, c'est la star absolue de tous les écrivains voyageurs français. Bon, il vient de la haute bourgeoisie parisienne, il part en voyage, il revient, il écrit un livre, il vend bien son livre, il a un joli petit appart dans les beaux quartiers parisiens, etc. C'est un business pour lui hein, quand même. Hein. Voilà, mais il le fait bien. Oh, il écrit trop bien. Et il écrit très bien. Hein. Je remets pas du tout en question la qualité de l'écriture de ce monsieur. Mais sauf que dans les journaux de voyage de ma mémé Lily, j'ai trouvé des choses qui avaient la même intensité que des choses qui m'avaient fait dresser les poils dans des livres de Sylvain Tesson. Un extrait. Ouais, c'est clair. Ça fait plaisir. Alors on est au Chili, j'ai pas le bouquin avec moi, donc ce que je vous propose c'est qu'on va rentrer en France, je vais aller récupérer le bouquin et justement on va en parler. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé après maintes traversées le pays des vertes années, par un petit matin d'été, quand le soleil vous saute au cœur, quelle est belle la liberté, quand c'en est fini des malheurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, Georges Brassens. Bravo. Tout à l'heure, j'ai chanté La liberté de Michel Coringe, de faire la route. Et dans cette chanson, Georges Brassens chante la liberté d'être rentré chez soi. Intéressant. Autre vision du monde. Me voilà rentré. J'ai posé mon sac chez moi. Et oui, parce que un voyageur, un touriste, se définit par le fait qu'il va quelque part et qu'il revient. Si on ne revient pas, on a émigré. J'aurais adoré parler de ce qui se passe dans le monde et des mouvements de population liés aux migrations, mais c'est une autre conférence. D'ailleurs, un autre conférencier l'a faite, cette conférence, et je vous invite à la voir, elle est sur YouTube. Mais moi, j'ai voulu vous parler du tourisme. J'ai voulu vous parler de cette industrie mondiale, comme elle détruit, comme elle saccage, tout en avançant masqué, avec le carnaval de Rio, avec Disneyland, des paillettes, de la poudre aux yeux, du carton-pâte, du faux, de la fausse aventure. C'est ça que nous vend l'industrie du tourisme.
de la fausse aventure. Et pendant mes voyages, je me suis rendu compte que, malgré tout, on peut quand même toujours trouver un petit peu de vraie aventure dans la fausse. Parce qu'il y a toujours de l'imprévu. Et ça, il m'a fallu des voyages, des rencontres, des lectures. Des lectures parce que j'adore lire. Et si vous voulez, moi je lis tout. Je dévore les bouquins. Au départ, je voulais pas être un gros compte touriste. Je voulais pas être un bidochon en voyage organisé, si vous voulez. En fait, qu'est-ce que je voulais pas? Ce que je voulais pas, c'était le côté 14h, heure du rendez-vous sera. 14h10, les bagages sur le caddie empileront. 14h15, au guichet, les bagages enregistreront. 14h25, dactylographiés, les feuillets distribueront. 14h26, les feuillets, la première page liront. 14h28, de la première page, la lecture arrêteront. Etc., etc., etc. Tout le monde a bien compris le système? Yes. Évidemment que je voulais pas ça. Et en même temps, c'est grâce aux journaux de ma grand-mère, c'est grâce à ce petit jeu de lui ramener des oiseaux et tout un tas de rencontres que j'ai faites tout au long de mes différents voyages, que j'ai compris que même dans ces voyages organisés-là, d'ailleurs dans cette bande dessinée de Binet, les bidochons en voyage organisé, il y a plein d'imprévus, il y a plein d'accidents. Et en fait, leur voyage, il est génial. Non, moi j'étais un peu sur l'autre extrême. Vous voyez ? Moi je pensais vraiment que j'allais être un peu... vous l'avez pas cité tout à l'heure celui-là. Into the wild. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Partir dans la vie sauvage et tout. Sauf que j'avais oublié un truc quand même, c'est que lui il meurt à la fin. Ah, il meurt. C'est le voyage. Il meurt tout seul, il a été trop loin en fait si vous voulez à un moment. Trop extrême. C'est le mec qui brûle ses papiers, son argent, qui part à l'aventure la plus extrême, la plus totale, etc. Et oui, sauf qu'à un moment, il va tellement loin qu'il finit par crever tout seul dans la forêt. Avant de mourir, c'est une vraie histoire, il a vraiment existé ce monsieur. La nature est bonne. Et en fait, il est mort par accident, il voulait rentrer. Il était dénutri, il a fait une erreur entre deux plantes. C'est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui. David Krakauer qui a écrit l'histoire qui a inspiré le film. Beaucoup de gens aujourd'hui partagent cette hypothèse qu'en fait il se serait trompé entre deux plantes et il a mangé un truc qui l'a empoisonné et comme il était déjà très dénutri, c'est probablement ça qui l'a tué. Avant de mourir, il a écrit dans son journal, où il écrivait presque rien, et il a écrit « Le bonheur ne vaut que s'il est partagé ». Donc moi je me disais aussi quelque part que j'avais envie de partager mon bonheur si vous voulez. Et j'ai longtemps navigué entre ces deux extrêmes. Et grâce à des gens comme, effectivement, j'ai cité tout à l'heure, Jean-Didier Urbain, j'ai appris que c'était pas grave d'être un idiot du voyage. J'ai appris que finalement, qu'est-ce qu'on reproche? Que reproche le voyageur au touriste? Sinon, on différait de mettre la loupe sur ses propres défauts. Mais le temps des moralistes est révolu. Qui sont ceux-là qui méprisent tant le touriste et critiquent son regard? Possèdent-ils, eux, la vérité du voyage? Entre touristes et voyageurs, la différence n'est pas de nature, elle est de degré. Quoi qu'en disent les élites d'hier et d'aujourd'hui, ils sont parents. Le touriste n'est pas un xénomane à la vue basse et aux pieds plats. Il est aussi un voyageur que ne caractérise pas seulement la massification des voyages. Le touriste a multiplié les regards sur le monde dans le cadre d'une mobilité de loisirs bien plus variée qu'autrefois. Bon, il y en a plein aujourd'hui de ces écrivains voyageurs qui réhabilitent un petit peu la figure du tourisme. J'ai cité tout à l'heure les sociologues Bertrand Réau et Saskia Cousin, dont je me suis énormément inspiré. Voilà, des gens qui vont dire, par exemple, que le touriste navigue entre ses humeurs au gré de l'état de son âme. Parfois, il aide. Parfois, sa simple présence remplit des estomacs. Oui, il peut y avoir un peu de développement économique. Parfois, il altère, il dénature, il ravage les endroits qu'il visite. Le plus souvent par simple ignorance. L'idiot du voyage. Il ne sauve pas le monde. Il n'est pas là pour ça. Tout à l'heure, quelqu'un a cité Nicolas Bouvier. J'ai adoré lire Nicolas Bouvier.
Si vous deviez ne lire ne serait-ce qu'un seul livre de voyage dans votre vie, je vous invite à lire celui-ci. C'est L'usage du monde par Nicolas Bouvier. C'est deux jeunes Suisses qui partent en voyage dans une vieille bagnole qu'ils ont rachetée. C'est un voyage absolument magnifique, c'est une très très belle écriture. Et si j'en ai un seul à vous conseiller, c'est celui-ci. Nicolas Bouvier nous dit, en route, le mieux, c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises. Et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. Un petit dernier pour la route. Ici, on va aller jusqu'au bout de la logique. Parce que, nous dit Rodolphe Christin, qui travaille depuis très longtemps sur la question du tourisme, j'avais lu le manuel de l'antitourisme du même Rodolphe Christin, qui m'avait beaucoup plu, mais j'étais resté un peu mitigé. J'avais peur de ce regard un peu méprisant de l'élite voyageuse sur les bidochons. En fait, j'avais pas très bien compris sa démarche. Christin, lui, constate aujourd'hui que, effectivement, se déplacer fut l'acte majeur du XXe siècle. Et à l'arrivée, à force d'organiser les déplacements dans le monde entier, on a fait une planète avec des lieux interchangeables. Des infrastructures touristiques qui se ressemblent, qui sont partout les mêmes. Et alors, est-ce que le défi du XXIe siècle, ce serait pas de réapprendre à habiter un monde et le rendre un petit peu plus vivable, ce monde ? Ce monde, pour nous-mêmes, nous sommes en train de nous le détruire. On crée nos propres crises. L'invivabilité progresse au carrefour des crises sociales, écologiques, économiques, sanitaires, psychiques. Et donc, il va falloir un peu affronter tous les dogmes du système capitaliste pour éventuellement réimaginer ce qu'on a un petit peu oublié quand il y a eu les congés payés, après 1936, après la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu permettre à des millions de personnes désargentées de partir en voyage, et on a fait preuve d'une imagination absolument extraordinaire. Les auberges de jeunesse, les villages vacances, et tout ça au départ c'était très artisanal, c'était plein de vie, c'était plein d'humanité. Et aujourd'hui ça a été déformé par le capitalisme. Et donc Christin nous propose d'arrêter d'être sidéré par les formes fausses du tourisme, et de revenir au réel, comme on revient à la raison finalement. Imaginez des voies de sortie, des impasses de la consommation et du management du monde. Il faut qu'on apprenne à dévisager nos proximités, à réinterroger les évidences, à se défaire des clichés habituels d'une destination idéale, totalement fabriquée. C'est ici même qu'il faut penser et agir, remettre en cause notre mode de vie. Se dire que ici, c'est aussi l'ailleurs de quelqu'un d'autre qu'on va peut-être accueillir chez nous demain. C'est ici que nous devons faire front contre l'invivabilité croissante du monde. Et moi aujourd'hui j'habite dans un petit village touristique, au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Un village qui n'existerait pas sans le tourisme. Un village qui s'est développé grâce à des bourgeois qui venaient prendre l'air à la montagne. On a des photos d'archives absolument délicieuses de ces belles bourgeoises qui font de la planche à voile topless sur le lac de Devesset à côté du Chambon-sur-Lignon. Et on voit en arrière-plan les paysans protestants, puritains, qui observent cette espèce d'énergumène absolument incroyable. Des films qui datent des années 60, absolument délirants. Et puis, le Chambon-sur-Lignon est aussi connu pour avoir accueilli, sauvé des gens, accueilli des réfugiés. Et ils ont pu accueillir des réfugiés, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils avaient des infrastructures touristiques qui le permettaient, et parce qu'aussi, il y avait beaucoup d'accueil, il y avait des maisons d'enfants, il y avait du tourisme social qui s'était développé au Chambon-sur-Lignon. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu accueillir des réfugiés pendant la guerre, et qui sont connus un petit peu aujourd'hui. Sauf que ce tourisme de mémoire, il a été un petit peu dévoyé. Moi j'ai travaillé en tant que guide touristique au lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon qui raconte cette histoire de sauvetage et d'accueil de réfugiés, notamment beaucoup de juifs, mais pas que, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et des milliers de personnes ont été sauvées par les habitants du Chambon-sur-Lignon. Et après la guerre,
Israël a imaginé un titre qui s'appelle le titre de juste parmi les nations. Ce titre est décerné par Yad Vashem, qui est un organisme juif, qui décerne ce titre à des gens qui ont sauvé des juifs. Et donc il y a eu tellement de gens qui ont sauvé des juifs au Chambon et sur les communes alentours, à Tens, à Saint-Agrève, à Mars, au Mazet-Saint-Voix, etc., à Intre, que Yad Vashem leur a décerné le titre de juste parmi les nations à titre collectif. C'était la première fois, ça n'avait jamais été fait avant. Sauf que moi, quand je bossais dans ce musée, il y a un truc qui m'a vachement gêné. C'est que la municipalité a fait mettre un panneau sur le bord de l'autoroute, un petit peu plus loin, qui est une fausse autoroute d'ailleurs. Le Chambon, sur Lignon, terre de juste. Comme si les gens d'aujourd'hui avaient quelque chose à voir avec tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce marketing de merde? On appelle ça du marketing territorial. Cette façon d'utiliser l'histoire pour en... Non, moi je veux pas de ça. C'est ça qui participe à l'invisibilité croissante du monde. C'est comme ça qu'on crée des fausses images, qu'on vend de la poudre aux yeux. C'est pas ça le Chambon-sur-Lignon aujourd'hui. On est en 2021, on n'est pas en 41. 1941. Précise au cas où. Et puis, au Chambon-sur-Lignon, j'ai été confiné, comme tout le monde, là, quand on s'est retrouvé en résidence surveillée pendant quelques semaines. Vous vous souvenez de mars-avril 2020? Alors moi j'ai de la chance, j'habite dans un petit village à la campagne. C'était moins dur pour nous. On pouvait sortir, il y avait la forêt juste derrière. J'ai pensé à tous mes potes à Lyon, à Paris, dans les grandes villes, coincés dans des petits appartes avec leurs gamins qui ne pouvaient pas sortir. Moi, ma gamine, elle n'avait pas tout à fait 3 ans, et on allait se promener. Parce qu'ils nous avaient mis en prison, mais on avait une autorisation de promenade quotidienne, 1 heure par jour. Quelle générosité. Et donc, pendant notre heure de promenade quotidienne, on allait dans la forêt juste derrière, on allait grimper sur des rochers. Elle me disait, on va sur la montagne, papa? Et quand on partait en promenade comme ça, elle me disait, on va faire une aventure. Ma petite fille, j'espère qu'elle aura l'occasion de voyager dans un monde peut-être un peu plus vivable. Je sais qu'elle n'aura pas forcément l'occasion de voyager avec sa mémé Lily, qui est maintenant beaucoup trop âgée pour ça, mais que peut-être, prochain voyage où je pars avec elle, on ira choisir un petit oiseau, ensemble, et on lui ramènera. Et donc, merci de m'avoir écouté. Je vais reprendre mon sac. Il est plus léger. Je viens de me délester d'un poids. J'espère qu'il ne va pas peser trop lourd pour vous. Je ne voudrais surtout pas culpabiliser quiconque a envie de voyager. Je vous invite à voyager. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a construit. Ça m'a aidé à prendre conscience du monde. Ça m'a aidé à réaliser que le tourisme est une espèce de saloperie immonde, mais qu'on peut parfaitement être un touriste. Il n'est pas là le problème. C'est l'industrie du tourisme qu'il faut remettre en question. Par contre, maintenant j'aime bien les touristes. J'ai une tendresse pour eux. Et surtout, j'ai compris que le plus important finalement, c'est l'aventure. L'aventure. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le décor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore. L'aurore nous guide en chemin. L'aventure commence alors, que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence alors.